Bonjour. Alors, je vais parler en français, moi aussi, et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Alors, cette notion d'intelligence artificielle, vous avez sans doute remarqué qu'elle est devenue omniprésente dans nos sociétés. On parle d'objets intelligents, on parle de smartphones, donc de téléphones intelligents, on parle de smart city, donc de villes intelligentes, et on parle même aujourd'hui d'intelligence artificielle générative pour désigner des dispositifs comme ChatGPT ou Midjourney, qui sont des outils qui permettent de générer des textes ou des images grâce à des calculs statistiques sur des quantités massives de données. Alors face à ces nouvelles performances qui semblent imiter ou simuler les capacités de rédaction ou de création humaine, eh bien, certains en viennent à se demander si ces machines seraient capables de penser ou d'inventer, au point parfois de leur attribuer toutes sortes de propriétés, comme une intériorité, des émotions, une conscience, etc. Donc, cette tendance à anthropomorphiser les machines, elle peut sembler tout à fait fantasmatique d'un certain point de vue, mais il faut bien se rendre compte qu'elle est omniprésente dans les discours transhumanistes qui sont l'idéologie dominante des géants du numérique, c'est-à-dire des entreprises qui produisent, qui développent et qui diffusent la plupart des technologies numériques que nous utilisons quotidiennement et qui sont bien souvent issues de la Silicon Valley. Par exemple, un entrepreneur qui s'appelle Raymond Kurzweil, qui est aussi un des initiateurs du mouvement transhumaniste et qui était directeur de l'ingénierie chez Google, parle de machines intelligentes ou de machines spirituelles. Yann Lequin, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle chez Facebook, parle quant à lui de machines apprenantes et soutient que les machines apprennent. Et puis on retrouve ce même type de vocabulaire dans la lettre qui a été publiée et co-signée récemment par Elon Musk sur les dangers de l'intelligence artificielle, où il était question cette fois-ci d'esprit numérique censé constituer une nouvelle menace pour l'humanité. Les dangers qui sont évoqués dans cette lettre sont, à mon avis, sérieux, il faut les prendre en compte, mais la question qui se pose est celle de savoir si le problème est posé de la bonne manière et si le problème est posé d'une manière qui est à la hauteur des enjeux. En fait, ce que l'on peut constater, c'est que ces discours idéologiques qui anthropomorphisent les machines, ils coexistent avec un autre type de discours. Des discours scientifiques, cette fois, qui, eux, soulignent les effets potentiellement néfastes des médias et des écrans numériques pour nos capacités intellectuelles, mentales ou psychiques. Par exemple, en France, le neuroscientifique Michel Desmurger soutient que la surconsommation des écrans par les jeunes enfants a des impacts négatifs sur les capacités de concentration, de mémorisation, peut engendrer aussi des retards dans le développement du langage ou des troubles du sommeil. La chercheuse américaine Catherine Hayes, depuis 2007, avait remarqué que le passage des médias imprimés aux médias numériques entraînait une transformation du régime attentionnel. Les médias imprimés, comme les livres ou les journaux, impliquent une concentration profonde, c'est-à-dire la capacité à se concentrer pendant longtemps sur un même objet ou dans une même activité, alors que les médias numériques impliquent une hyper-attention, c'est-à-dire une attention divisée, fragmentée, démultipliée dans plusieurs activités simultanément. Et une autre chercheuse, Marianne Wolf, américaine elle aussi, qui est spécialiste des neurosciences et de la littérature, insiste sur le fait que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture sont fondamentaux dans la formation de certaines synapses, dans le renforcement aussi de certaines connexions neuronales, et que l'abandon de ces pratiques avec les médias numériques pourrait avoir des effets sur notre activité cérébrale et bien sûr sur certaines aptitudes mentales et même sociales, puisque selon elle, la lecture est une activité qui nous apprend l'empathie, par exemple, puisque quand nous lisons un livre ou que nous regardons un film, eh bien, nous adoptons le point de vue du personnage, nous nous mettons à sa place d'une certaine manière. Par ailleurs, récemment, vous l'avez peut-être noté, Frances Haugen, qui est
une ancienne employée de Facebook, a révélé les Facebook Files qui montrent qu'un réseau social comme Instagram peut avoir des effets nocifs pour la santé mentale des adolescentes. Et un récent rapport du Center for Countering Digital Hate, qui s'intitule Deadly by Design, montre quant à lui que l'algorithme de TikTok peut enfermer les adolescents fragiles ou vulnérables dans des boucles d'informations qui les incitent à avoir des comportements à risque. Autrement dit, ce type d'analyse, d'études, de documents ne témoigne pas du tout de l'intelligence ou de la spiritualité des machines. Mais il nous invite, par contre, à nous interroger sur les effets des dispositifs numériques pour nos capacités mentales, psychiques et sociales. Autrement dit, le danger, ce qui serait à craindre, ce ne serait pas l'avènement soudain d'une super intelligence artificielle ou d'une intelligence artificielle générale, mais ce serait bien plutôt la destruction progressive de nos esprits individuels et collectifs qui sont devenus aujourd'hui une nouvelle ressource pour les industries numériques. En effet, la plupart des industries numériques fonctionnent sur un modèle d'affaires qu'on appelle l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, a pour fonction, disons, de capter nos attentions le plus longtemps possible grâce à des technologies persuasives. Alors les technologies persuasives, ce sont des technologies informatiques et algorithmiques qui sont produites dans des laboratoires de captologie dans les universités ou les entreprises de la Silicon Valley. La captologie, c'est une technoscience qui articule plusieurs disciplines scientifiques, comme l'informatique, l'algorithmique, le design, mais aussi la psychologie comportementale, la psychologie cognitive, les neurosciences, afin de concevoir et de développer des technologies qui influencent la manière dont nous pensons et dont nous agissons. Par exemple, en nous sollicitant constamment avec des notifications. Ou bien avec une fonctionnalité, par exemple, comme le défilement infini, qui nous permet de faire défiler à l'infini des vidéos sur nos écrans sans avoir à cliquer sur une nouvelle page, donc sans avoir à décider ce que nous voulons regarder ou non. Ou bien encore avec une fonctionnalité comme la quantification des vues, qui va en fait stimuler le circuit de la récompense dans nos cerveaux et la sécrétion de dopamine et créer un sentiment de satisfaction qui nous conduit à revenir de manière un peu compulsive sur les réseaux sociaux. À chaque fois, en fait, il s'agit de nous maintenir connectés et captifs le plus longtemps possible pour vendre nos données ou nos attentions à des entreprises qui vont nous cibler avec des messages publicitaires. Alors cette économie de l'attention, elle ne date pas du tout de la révolution numérique. Elle était déjà à l'œuvre dans le cadre d'autres médias, en particulier la télévision, mais les technologies numériques l'ont rendue beaucoup plus puissante et beaucoup plus efficiente, non seulement parce que ces technologies sont immersives et omniprésentes, nous n'éteignons plus nos écrans même la nuit, mais aussi parce que grâce à la collecte des données et aux calculs algorithmiques effectués sur ces données, il est devenu possible de créer des profils standardisés et de cibler les individus avec des contenus soi-disant personnalisés. L'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup aujourd'hui, a pour fonction principale d'élaborer des algorithmes de recommandation automatique qui permettent de prédire par avance les demandes des individus avant que ceux-ci n'aient pu les exprimer d'une certaine manière. C'est la même chose qui se produit dans le cas des logiciels d'autocomplétion. Vous commencez à rentrer un mot dans un moteur de recherche et celui-ci va vous suggérer automatiquement votre recherche. Alors évidemment, la machine n'a pas lu dans vos pensées, elle n'a pas deviné ce que vous cherchiez ou ce que vous désirez, mais les algorithmes ont effectué des calculs à la vitesse de la lumière sur toutes les requêtes qui ont été faites auparavant et qui commencent comme votre requête. Et donc ce qu'ils vous suggèrent, c'est finalement les requêtes les plus répandues. Donc quand ces machines complètent automatiquement nos demandes, en fait, elles nous invitent à nous conformer à la majorité ou à la moyenne.
Et c'est ainsi aussi que fonctionnent les dispositifs comme ChatGPT ou Midjourney, encore une fois, qui génèrent des textes ou des images sur la base de calculs statistiques effectués sur d'énormes quantités de données, donc en prédisant en temps réel le mot ou la suite de lettres la plus probable en fonction de la demande qu'a fait l'usager. Donc on voit bien, quand on regarde un petit peu le fonctionnement de ces machines, qu'en fait, elles ne parlent pas ou elles n'écrivent pas au sens où nous l'entendons couramment. Aucun humain, quand il parle ou quand il écrit, n'effectue des calculs statistiques sur toutes les phrases qu'il a entendues ou qu'il a lues par le passé pour évaluer ou prédire le mot le plus probable qui suit par rapport au mot qu'il vient juste d'employer. Aucun humain ne fait ça quand il parle ou quand il écrit, évidemment, et il le fait d'autant moins quand il invente une idée nouvelle ou une expression nouvelle. L'invention ne suppose pas de calculer des moyennes, mais bien plutôt de perturber les moyennes, de perturber les idées reçues, de perturber les habitudes de pensée et de créer de l'infiniment improbable contre les lois statistiques et leurs probabilités. Il n'y a donc pas, à proprement parler, de machines pensantes ou de machines créatives. Néanmoins, quand nous utilisons ces machines, eh bien, nous déléguons, en quelque sorte, nos capacités à parler, à écrire, à penser ou à inventer à des dispositifs électroniques, algorithmiques ou statistiques. De même que les artisans s'étaient vus d'une certaine manière dépossédés de leur savoir-faire et de leur capacité gestuelle à travers l'extériorisation de ces savoirs et de ces capacités dans des machines-outils, et bien de même, les citoyens risquent de se voir dépossédés de leur savoir-penser et de leurs capacités intellectuelles à travers leur extériorisation dans des machines algorithmiques. De même que les artisans étaient devenus des ouvriers prolétarisés, les citoyens risquent de devenir des utilisateurs prolétarisés. Cette question de la prolétarisation, c'est-à-dire en fait de la perte de nos savoirs ou de nos capacités à travers leur extériorisation dans des dispositifs techniques, ce n'est pas une question nouvelle. Elle ne date pas de la révolution numérique, elle ne date pas non plus de la révolution industrielle. En fait, elle était déjà au cœur des réflexions de Platon dans la Grèce ancienne. Effectivement, Platon, dans un livre qui s'appelle Le Phèdre, s'interroge sur la nouvelle technique que constitue à son époque l'écriture. Et il la décrit alors, cette nouvelle technique de l'écriture, comme un pharmakon. Le terme grec pharmakon signifie deux choses à la fois, le remède et le poison. Ce que Platon veut dire ainsi, c'est que l'écriture constitue un remède pour la mémoire, puisqu'elle permet d'extérioriser, de stocker toutes sortes de connaissances, et donc de remédier aux failles de la mémoire vivante. Mais en même temps, l'écriture peut aussi constituer un poison, puisque une fois que ces connaissances auront été extériorisées et stockées, eh bien, les individus vivants ne feront plus l'effort de se les remémorer par eux-mêmes et donc de les interpréter et de les transformer. Autrement dit, si l'écriture est fondamentale pour la conservation et pour la circulation des savoirs, eh bien, elle peut aussi être dangereuse pour la formation des capacités mémorielles et pour l'évolution de la culture collective. Donc ce que Platon nous invite à faire, en fait, dans ce texte, c'est finalement à déconstruire les discours transhumanistes actuels sur l'augmentation technologique. Puisque ce qu'il montre, c'est qu'une technique n'est jamais seulement bénéfique. Ce qui semble nous augmenter peut toujours aussi, en même temps, nous diminuer. Et c'est évidemment ce qui se passe aujourd'hui avec les nouvelles formes d'écriture numérique et réticulaire, qui sont les écritures contemporaines, qui nous permettent de stocker des quantités massives de données, de générer des quantités massives de suites de signes, mais qui peuvent aussi détruire nos capacités de décision, d'expression ou d'invention, au point de créer ce que le philosophe Bernard Stiegler appelait une bêtise artificielle ou une prolétarisation généralisée. Alors pour faire face à ces enjeux, eh bien, il n'est pas forcément utile de spéculer sur les esprits des machines. Par contre, il semble nécessaire de concevoir, de développer, d'expérimenter des technologies
qui nous permettent à nous d'exercer nos esprits, c'est-à-dire nos facultés de mémorisation, de réflexion, d'interprétation et de délibération collective. Et ça, c'est tout à fait possible. Il faut néanmoins, pour pouvoir le faire, questionner les modèles économiques et les fonctionnalités technologiques des dispositifs numériques. Mais par exemple, une encyclopédie collaborative comme Wikipédia permet l'expression de points de vue singuliers, la délibération collective, le partage de savoir, la production d'un commun pour l'humanité. L'association Tournesol propose quant à elle un système de recommandation collaborative au sein duquel les individus peuvent recommander eux-mêmes des contenus qu'ils jugent pertinents ou d'utilité publique, et la recommandation ne se fait plus en fonction des intérêts des géants du numérique. Ou bien encore, un réseau social comme Mastodon permet aux individus et aux groupes de paramétrer la manière dont les contenus sont recommandés et donc d'avoir la main, si vous voulez, sur la circulation des informations dans l'espace numérique. Toutes ces technologies, en fait, ce sont des technologies vraiment intelligentes. Non pas au sens où elles penseraient comme les humains ou à la place des humains, mais au sens où elles permettent aux humains de penser collectivement. Et c'est ce type de technologie dont, à mon avis, nous avons besoin aujourd'hui pour faire face notamment aux enjeux de la diffusion massive de fausses informations. Autrement dit, aujourd'hui, il semble nécessaire d'abandonner le mythe de l'intelligence artificielle et de mettre les technologies numériques au service de l'intelligence collective. Je vous remercie de votre attention.